Petite parenthèse dans mes projets du mois de janvier, mais je voulais consacrer un épisode au film Wonka, sorti pendant cette période des fêtes et que je viens de voir au ciné. Alors ça colle aux dents ou ça passe crème ? Bonjour, bienvenue sur Décalé. Sur mon récent épisode de la caverne de la Rose d'Or, je déplorais les Noëls d'antan et je suis régulièrement la première à militer pour la nécessité de revoir des films visant à réenchanter notre imagination et notre quotidien. Pas forcément emballée à l'idée d'aller voir la préquelle de Charlie et la chocolaterie, j'y suis allée sans attente aucune, un peu comme un Star Wars quoi, et ai été franchement séduite par la proposition qui nous est faite et qui montre que voilà, on peut encore de nos jours écrire pour les minots des spectacles de qualité sans chercher à les endoctriner à l'idéologie du jour militante et sans barber les accompagnants ou les prendre pour des pigeons. Alors je sais que les gens vont direct sur les critiques qui fulminent sur ce qui a ruiné telle ou telle franchise ou autre truc qui pique les yeux, les oreilles ou le cerveau, et j'avoue que je lève les yeux au ciel moi-même plus d'une fois, surtout en cette période, mais je trouve qu'il faut toujours saluer un projet réussi le cas échéant en espérant que d'autres s'engouffrent dans la brèche et nous permettent de repartir dans des directions plus constructives. Soyons positifs. D'une certaine manière, je vais rapprocher ce film de Barbie, la très bonne surprise de 2023, dans le sens où, comme Greta Gerwig, le réalisateur Paul King, qui avait proposé 2 films Paddington plutôt bien reçus par le public et la critique, nous livre sur un plateau un régal pour les yeux avec des décors soignés, de la Corée comme on n'en fait plus, un message feel good et positif, une nostalgie de bonne aloi, et surtout, quoique maniant un sens de l'autodérision, un amour, ou en tout cas un respect du matériel source. Et au passage, quelle formidable lettre d'amour à l'Angleterre et à ce que l'Angleterre fait de mieux dans la littérature enfantine, et ça fait plaisir de voir ça revisité aujourd'hui, alors qu'on descend les classiques, Roald Dahl d'ailleurs récemment encore, qu'on cancelle à tour de bras et qu'on nous vend un gloubi-goulba mondialiste qui prétend effacer les cultures et les traditions pour ne laisser à la place que de stériles centres commerciaux interchangeables où comme McDo, tout le monde vient comme il est. Ce sera ma minute mamie râleuse. Le pitch. Willy Wonka débarque à la grande ville avec en poche 12 souverains et des rêves plein la tête, et c'est d'ailleurs le titre de la chanson d'ouverture, et ambitionne d'ouvrir une boutique de chocolat où il pourrait partager au monde sa créativité et ses inventions. Mais voilà, sans sous, pas de boutique, sans boutique, pas de chocolat, et l'affreux cartel du choco, trusté par 3 affreux Jojo, n'entend pas le laisser faire son trou ou mettre les noisettes dans le papier alu. Outre le cartel, Wonka aura maille à partir avec un policier corrompu par sa gourmandise, une institution religieuse et les Thénardier locaux qui l'entubent dès le premier soir en lui faisant signer un contrat qui fait de lui leur esclave, vu que Pépère a certes le génie manuel, mais est analphabète. Mais qui dit Thénardier dit Cosette, et il y en a bien une dans l'affaire qui va servir à la fois de main secourable et de muse à Wonka, tandis que lui va réenchanter la vie de la petite fille. Sur le plan de la production, c'est du solide. Les décors sont magnifiques et combinent des lieux bien identifiables, mais qui mis bout à bout te créent une ville complètement fantasque et magique, néanmoins relativement cohérente avec l'univers du film de 1971 qui avait lui été tourné en Allemagne et auquel Wonka se rattache visuellement, faisant l'impasse, je vais dire heureusement, sur le Charlie proposé par Tim Burton. Et je l'aime pas trop celui-là. Notre petit Timothée Chalamet et ses jolies boucles est donc censé être un jeune Gene Wilder et non un jeune Johnny Depp. Je dois dire que c'est un vrai plaisir de voir le soin avec lequel ils ont mis des éléments visuels du film, mais surtout de retrouver les 2 chansons les plus marquantes du film de 1971 que sont la chanson des Oompa Loompa et le thème sur l'imagination. Par contre, on n'est pas en Allemagne, mais dans une espèce d'Europe belle époque, avec des éléments d'architecture ou de décor français, italien comme la galerie qui évoque celle de Milan, le nom du chocolatier allemand, et puis surtout bien sûr un best-of d'éléments anglais comme un quai du Dorset, la cathédrale Saint-Paul, Bath et surtout Oxford. Ça te donne une impression d'étrangeté, comme une version Disney Epcot Center d'un tour en Europe, et c'est assez intelligent, car au moment où l'usine à souris fête ses 100 ans avec un film pâteau et lourdingue où le magicien est un salopard, ce qui n'est peut-être pas faux en fin de compte sur ce que nous fait Disney depuis un bail, on a bien plutôt ici la mise en scène d'un créateur d'émotions et de magie, armé de talent, d'imagination, mais aussi de naïveté, d'innocence et de bons sentiments, ce qui fait défaut depuis un moment à Disney. Le jeune homme cherche certes à gagner sa vie, mais surtout à rendre les gens heureux et à rendre hommage à sa maman, ce qui fait de ses
ses créations finalement des actes d'amour ou des déclarations d'amour. Tu penserais que la souricière aurait opté pour cette représentation d'elle-même, mais non, ça crache sur ce que ça fait avant et ça cancelle à tout va tout en battant sa coulpe publiquement sur ses péchés avérés ou supposés. La démarche de Paul King est complètement différente. Il rend sans complexe hommage au film de Mel Stuart et s'intègre à son univers, ménageant des transitions bien réussies d'ailleurs, mais tient compte en même temps de l'évolution de la technique avec des effets spéciaux qu'il maîtrise très bien depuis Paddington et des visages multiples de la société britannique. Eh oui, en effet, il n'y avait pas de diversité dans le film de 1971 et oui, les histoires de Roald Dahl représentent des petits enfants anglais très blancs, shocking. Le monde qui est ici est donc plus en adéquation avec le monde actuel, avec un cast très chouette d'ailleurs, où tu as un beau panel d'origines diverses et où c'est fait sans provoquer des tempêtes dans tes tasses de thé. Si l'on accepte Arthur Slugworth, qui est en effet interprété ici par un acteur noir, alors que ce n'est pas le cas dans le film de 71 où presque tu pourrais penser que c'est le nazi qui va être dans Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Le film, en proposant des personnages nouveaux, s'évite les embrouilles que Disney se colle sur la tête de manière assez stupide et bornée quand même, à croire que ce soit d'ailleurs le seul moyen de faire parler de leur projet aujourd'hui. Bon, peut-être que si Slugworth avait été roux, ça aurait fait plus de bruit, mais bon, bien que j'ai sacrifié à la mention de cette question, je précise tout de suite qu'on en a strictement rien à foutre, parce que ça n'est pas le sujet de l'histoire. Et ben oui, il y a d'autres sujets beaucoup plus intéressants à discuter avec les mômes que des questions de race, dont a priori d'ailleurs les gamins se tamponnent le coquillard quand ils regardent un film ou qu'ils lisent un bouquin. On n'a pas de race ou de carte identitaire dans Wonka, on a des personnages. Et comme c'est pour un film historique ou un biopic, et que oui, les personnages n'ont pas d'identité dans la conscience collective puisqu'ils sont nouveaux, on fait ce qu'on veut. Le seul endroit où il y a toujours eu à débattre, par contre, dans l'histoire de Charlie et la chocolaterie, c'est la question des Oompa Loompa, où tu pourrais partir assez facilement sur un pensum sur la colonisation et l'esclavage. Bon, même si les Oompa Loompa ont l'air de rester de leur plein gré, beaucoup se sont insurgés sur une représentation de pygmées africains travaillant pour des nèfles, ou tout comme, car payés en fèves de cacao, dans le bouquin original. Le film n'était pas parti sur cette option et avait opté pour des acteurs de petite taille, proches d'êtres magiques, quoique abusant de l'auto-bronzant et de la coloration permanente pour cheveux, visualise Trump bossant à Jardiland, et Roald Dahl, sentant le vent du boulet, achèvera de passer ses créatures au whitewashing en 1973 pour les éditions ultérieures du roman. Du coup, au milieu du scandale de la suppression des nains dans le live-action de Blanche-Neige l'année dernière, qui apparemment vont refaire coucou de manière assez bizarre et cringe, certaines voix avaient braillé sur le casting de Hugh Grant dans le rôle de Oompa Loompa. Ça peut se comprendre, mais comme le reste du casting, au final, quelle brillante décision de la part de Paul King. Loin d'un accord coopératif ou d'une victime passive, le film utilise savamment l'humour pince sans rire et le sarcasme dégoulinant, mais non matiné de charme de Hugh Grant, pour faire du personnage de Oompa Loompa une espèce de lutin facétieux revanchard, type Rumpelstiltskin, qui dérobe la nuit les chocolats créés par Willy afin de se rembourser du vol de cacao qu'il a subi. Un peu une petite souris à l'envers, quoi. À la limite, ce serait, en le tirant un poil par les cheveux, le rare commentaire en rapport avec du wokisme pur et dur dans le film. C'est la volonté du peuple Oompa Loompa de se rembourser au centuple du vol qu'il a subi sur ces terres, un sens de la réparation, un chouïa tourné en ridicule d'ailleurs, alors que le film pousse finalement davantage à la communication et à la coopération mutuellement bénéfique et consentie. Par contre, si on en reste purement aux apparitions du perso pendant la nuit, ce qui fait que personne ne croit à Willy quand il parle de Trump à Jardiland, cela nous renvoie à l'imagination, puisque c'est à cette dernière que tout le monde attribue les dires de Willy. Et quelle brillante idée de reprendre donc la chanson du film de 1971 comme fil rouge de cette histoire, tout en tramant un sévère réseau métatextuel sur l'univers de Roald Dahl au sens strict et les bienfaits de la littérature pour les enfants au sens large. Le film adhère fidèlement à l'esprit de Roald Dahl avec un univers barré et fantasque, un orphelin et son mentor Godin qui sont souvent des personnages récurrents et l'amour des livres et des histoires. Certes, dans cette recette de Wonka, il y a beaucoup de Charlie et la chocolaterie, mais il y a aussi une grosse rasade de Mathilda dans le joli personnage de Noodle qui, grâce au livre, peut surmonter son quotidien et rêve d'habiter dans une maison pleine de bouquins, une pincée des deux gredins dans les persos de Scrubbit et Bleacher, un grain de James et la grosse pêche dans la bande de compagnons qui se forment autour de Willy et où
où chaque talent est exploité, et un soupçon de girafe, comme dans La girafe, le pélican et moi. Mais comme Roald Dahl avait de qui tenir en Grande-Bretagne en matière de littérature enfantine, on retrouve du Dickens, du Mary Poppins et un peu de Peter Pan dans l'affaire où des abeilles au lieu des fées infusent le cacao et où les arbres pendus deviennent des arbres merveilles. Et rajoute à ça la Corée hollywoodienne, non pas à la Gene Wilder mais à la Gene Kelly, des balais aériens sous un bouquet de ballons et un casse de banque à la Ocean 12. Est-ce que ça fait trop? Comme le chocovol que goûtent les 3 chocs affreux au début qui déclarent doctement que point trop n'en faut pour que ce soit digeste. Là aussi, métatextualité. Eh ben non, pas du tout, parce que comme le choco fait voler, ce film a aussi la légèreté qui fait du bien. C'est plein d'humour pour les petits et les grands, certains d'ailleurs très réussis en VF alors que peut-être même pas présents en VO, que malheureusement je n'ai pas vu pour juger, des trucs à plusieurs degrés et surtout plein de jolies trouvailles visuelles et de gags jusque dans le générique de fin. Je critiquerai peut-être les chansons qui ne se hissent pas en termes de standard au niveau de celles de 1971, mis à part propre parce qu'elle est utilisée intelligemment dans l'intrigue. Tous les comédiens sont formidables avec une galerie de persos haut en couleur, je l'ai déjà dit. Concernant Timothée Chalamet et son interprétation de Wonka, je n'ai rien à en redire. J'ai vu passer des critiques pestant contre le manque de développement du personnage et qu'on ne le voyait pas devenir amer et parano. Ma question est, pourquoi le deviendrait-il? Il y a un gap entre la fin de ce film et le début de Charlie et la chocolaterie. Et c'est dans ce gap qu'en effet le perso prend un tour plus sombre. Il est censé être fantasque et bouillonnant d'enthousiasme. Donc c'est ce qu'on a. Son arc consiste juste à accomplir sa promesse à sa mère. On le quitte sur le point d'ouvrir son usine alors qu'il vient juste de se faire connaître et d'avoir cet échange avec le fantôme de sa maman. Ce qui le transforme en reclus désabusé, c'est, comme on l'apprend dans le bouquin, la manière dont ses concurrents vont l'espionner et voler ses projets pendant des années après l'ouverture de l'usine. Il est normal qu'à ce point de son histoire, on ait encore là un jeune homme rêveur et optimiste. J'aurais par contre beaucoup plus de réserves sur un trait essentiel de sa caractérisation dans l'intrigue, le fait qu'il soit analphabète. Même en admettant qu'il ait perdu sa maman jeune, il est largement en âge dans le flashback d'avoir commencé à apprendre à lire et écrire. Vu l'amour de sa mère pour lui, et quand bien même elle était en mode bohème total sur la péniche, pourquoi ne lui aurait-elle pas appris à lire? Qui plus est quand le MacGuffin de l'histoire est qu'elle a pris la peine de lui laisser en testament le secret du bon chocolat sur un papier doré glissé dans la barre de chocolat, qui est la seule chose qui lui reste d'elle. Ça paraît complètement con narrativement. Si elle avait été elle-même analphabète, ce serait complètement logique qu'elle ne puisse pas lui apprendre à lire et à écrire. Mais comme ce n'est visiblement pas le cas, pourquoi priver son enfant, par ailleurs un génie trouve-tout, de la capacité de s'informer, de lire et conserver ses inventions par écrit? Ou même simplement de pouvoir lire le purée de messages qu'elle a pris la peine de lui écrire. C'est le défaut principal que je trouve à l'intrigue, car sinon rien ne tombe comme un cheveu sur la soupe de cacao, mention d'ailleurs spéciale au couple qui se crée par téléphone. La question de l'illettrisme, je vais revenir là-dessus, tient au sujet de l'histoire et le fait que les deux persos principaux se sauvent l'un l'autre et s'aident mutuellement à accomplir leurs rêves et devenir meilleurs. C'était pas bête de partir sur cette gamine orpheline pour finalement expliquer l'affinité naturelle de Willy Wonka envers Charlie, en dehors du fait que c'était le seul gamin bien élevé de la bande. Il retrouvait en Charlie, petit garçon sans le sou, la noodle de ses débuts, même si Charlie n'est pas orphelin, et ça le renvoyait donc à une image positive de lui-même, à sa propre âme d'enfant avant les désillusions. Sinon, Noodle et Wonka se complètent parfaitement et représentent plusieurs choses. Elle est la lectrice et il est le créateur ou l'auteur. Elle est celle qui lit les petits caractères dans les contrats, il est l'imagination débridée. Elle regarde vers le bas, il regarde vers le haut. Elle lui met les pieds sur terre et lui permet de voler de ses propres ailes. Il faut que les deux se combinent pour que ça marche bien. Il faut les deux pour avoir le succès. Elle ne peut pas sortir de sa prison sans lui, il ne peut pas démarrer son business sans elle. Un joli effet yin-yang, plein de poésie et de magie, d'autant qu'il se crée pour tous deux autour de l'amour maternel. Celui qui a puisé dans l'amour que lui a prodigué sa mère pour tenter de réaliser ses rêves coûte que coûte, mais doit apprendre à lui dire au revoir pour toujours, va aider celle qui a grandi orpheline à trouver le chemin qui mène vers l'amour de sa maman et dont elle a été privée. Le passage de relais est très joli. Donc en matière de film pour enfants, Wonka remplit même les petites lignes du contrat. Il est plaisant à regarder et divertissant, il donne au môme un personnage auquel s'identifier en cas de coup dur, il promeut l'imaginaire tout en défendant des valeurs morales qui ne sont pas jetées avec l'eau du bain, le travail, la résilience, l'entraide et le respect des autres, le partage, l'éducation, tout en dénonçant les habituels péchés capitaux de luxure
luxure, avarice, gourmandise, cupidité, jalousie, paresse et colère, tout ce qui en excès n'est pas bien bon en soi et qui se retrouve parfaitement mais sans lourds sabots incarnés dans les méchants de l'histoire. Merci de nous avoir évité des méchants plot twists et d'avoir respecté le côté grotesque et souvent ridicule des méchants de Roald Dahl. Bref, vous l'aurez compris, j'ai vraiment goûté ce film à voir de 7 à 77 ans et même davantage, et j'ajouterai que parmi les nombreuses références, en dehors de celles que j'ai mentionnées, l'ouverture du film avec Timothée dans les haubans m'a immédiatement fait penser à la récente adaptation de One Piece sur Netflix, un autre véritable succès et plaisante surprise en ce qui me concerne pour l'année dernière, donc on peut dire que Wonka c'est One Piece of Chocolate. Même énergie, même bande disparate face à des méchants hauts en couleur, et surtout même talent à nous embarquer dans des aventures déjantées qui font du bien à l'œil et au cerveau. Encore que va savoir, je me demande si ce n'était pas juste leur clin d'œil à Johnny Depp et son apparition dans Pirates des Caraïbes. Voilà, ce sera tout pour mon point revue à chaud au chocolat de Wonka, en espérant que ce ne sera pas l'exception qui confirme la règle du morne paysage des productions occidentales en ce qui me concerne. Je vous souhaite encore une fois tout le meilleur pour 2024, et avant de vous ruer sur le premier Kinder Bueno à la sortie de cette vidéo, merci de me laisser un like, un commentaire ou à vous abonner si vous passez par là par hasard, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.